Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons continuer le programme de l'examen et je ne vais pas tout à fait le terminer, je pense que je terminerai la prochaine fois, donc la semaine prochaine. Donc il nous reste 2 séances, mais ça suffira largement. Il est possible que la semaine prochaine, on garde du temps pour des questions, etc. Alors, je rappelle comme d'habitude les éléments nouveaux du cours de la semaine dernière au sujet donc de la formation de l'unité lexicale. Nous avions vu comme premier rappel les différents types de morphèmes. Les différents types de morphèmes, donc les morphèmes lexicaux versus grammaticaux, la distinction qui recoupe un peu l'opposition entre morphèmes lexicaux et morphèmes grammaticaux, morphèmes libres et morphèmes liés, puisque les morphèmes libres sont pas toujours, mais sont souvent des morphèmes lexicaux. Donc disons plutôt, ça marche dans l'autre sens, les morphèmes lexicaux sont presque toujours des morphèmes libres, tandis que les morphèmes liés sont très souvent des morphèmes grammaticaux, sauf à considérer, on pourrait débattre sur le fait de savoir si les préfixes et les suffixes sont des morphèmes lexicaux ou grammaticaux. Bon, mais je ne vais pas entrer dans ce débat. Donc, à l'intérieur des morphèmes liés qui n'existent donc pas d'une manière autonome, on distingue les 2 types d'affixes, les affixes flexionnels et les affixes dérivationnels. Les affixes flexionnels correspondant principalement aux variations morphologiques de nombre, de genre et de temps, aspect, mode, comme c'est rappelé ici, et puis les affixes dérivationnels correspondant à la préfixation et à la suffixation. J'avais expliqué qu'une différence importante entre ces 2 types d'affixes, c'est qu'il y a une régularité dans les affixes flexionnels qu'on n'a pas dans les affixes dérivationnels. Puisque pour fabriquer des pluriels, j'avais donné cela comme exemple, très souvent on ajoute un S dans la morphologie des noms ou des adjectifs, parfois rarement un X. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'un certain nombre de partisans d'une évolution, d'une rationalisation de l'orthographe souhaiteraient qu'on aligne et qu'on mette un S partout. Je veux dire que ce serait beaucoup plus régulier, beaucoup plus logique. Le fait qu'on ait des X s'explique pour des raisons historiques, mais on a du coup quelques mots résiduels avec des pluriels en X qui sont l'image générale du français ne serait pas bouleversée si on mettait des S partout. Bref, il y a quand même un débat actuellement sur ces questions-là, qui d'ailleurs, comme la plupart des débats sur la langue, sont souvent instrumentalisés pour des raisons politiques et donc, grosso modo, on va dire que les partisans de l'orthographe, de l'évolution de l'orthographe sont plutôt des gens de gauche et que les adversaires des réformes de l'orthographe sont plutôt des traditionalistes, des gens plutôt de droite. Et du coup, on utilise ce prétexte de la langue pour réactiver des oppositions politiques, alors que si on avait simplement le souci de simplifier un peu la langue française pour l'apprentissage, pour les étudiants, pour les étrangers qui apprennent le français, ou même pour éviter de perdre du temps totalement inutilement dans les classes à expliquer les bijoux, joujoux, cailloux. Quel intérêt, quel intérêt. Il faudrait mieux comprendre les structures syntaxiques du français plutôt que perdre du temps à enseigner des aberrations orthographiques qui sont des résidus de l'histoire totalement hasardeuse du français. Bon, alors, voilà, certains vont dire si on met un bijou avec un S, c'est plus du français. Bon, voilà. Bon, bref, je referme la parenthèse, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est un sujet intéressant et qui, d'ailleurs, on a fait un colloque sur la question de la réforme de l'orthographe l'année dernière à la Sorbonne. Et il y a quand même maintenant comme de plus en plus de gens. Vous avez peut-être déjà entendu parler du Conseil supérieur de l'éducation nationale, qui est donc un conseil de scientifiques
principalement issus des sciences cognitives, qui vise à conseiller le ministère de l'Éducation nationale pour des choix pédagogiques, etc. Eh bien, le Conseil, l'année dernière aussi, non, c'était cette année, a travaillé sur cette question de l'orthographe et a produit un texte totalement favorable à une évolution de l'orthographe. Bon, donc pour l'instant c'est encore un peu bloqué, mais ça va peut-être évoluer et ce serait une bonne chose pour le français. Bon, mais cela dit, dans la situation actuelle, si vous écrivez bijou avec un S, on vous compte une faute et c'est une erreur. Bon, donc il faut mettre un X. Bien. Alors, en dehors de ces petites aberrations, il y a quand même une grande régularité. Je ne sais pas quel est le pourcentage, il faudrait calculer, mais le pourcentage de noms, mettons pour se limiter aux noms, qui font un pluriel autrement qu'avec un S, je ne sais pas, c'est peut-être même pas 1%. Hein. Bon, c'est microscopique, mais ça existe. Bien. Donc ça veut dire qu'il y a une grande régularité dans la morphologie flexionnelle. Alors que pour fabriquer un nom à partir d'un verbe, comme balayer et balayage, hein, ben là, il y a énormément d'exceptions. Je veux dire, on ne peut pas avoir une règle générale où on va dire, avec le suffixe âge, hein, je peux fabriquer des noms à partir de verbes. Parce qu'il y a plein de noms, même, il y a plein de verbes, même du premier groupe, qui n'acceptent pas cette transformation, cette dérivation. Bon, donc il y a beaucoup moins de régularité du côté de la suffixation, ce qui montre ou de la préfixation, ce qui montre qu'on a sans doute affaire quand même à des phénomènes beaucoup plus lexicaux que grammaticaux. Vous voyez, hein, il y a aussi ça quand même dans le contraste entre le lexical et le grammatical. Il y a quand même beaucoup plus de régularité du côté du grammatical que du côté du lexical, qui reste toujours un peu idiosyncrasique, enfin tout au moins irrégulier. Alors, une autre distinction importante entre base et radicale. Hein, donc la base, c'est vraiment un mot de la langue d'où est issu un mot dérivé. Donc on avait vu précaire pour précarité. Et puis le radical, c'est donc la forme, la transformation morphologique de la base pour obtenir le mot dérivé. Donc par exemple, le radical pour précarité, c'est précar, hein, et ce n'est pas précaire. D'accord ? Donc là, il y a une distinction de vocabulaire. Ça a été flottant pendant longtemps, mais maintenant, c'est quand même bien stabilisé dans la morphologie contemporaine d'appeler base le mot d'où est issu le dérivé et radical la forme de la base pour la dérivation. Bon, on ajoute la racine d'un point de vue diachronique, mais c'est un peu marginal par rapport enfin, c'est marginal. C'est très présent dans la langue, mais ça ne permet pas des analyses linguistiques systématiques. Bien, alors ensuite, on avait vu un panorama de la formation des unités lexicales, avec le cas des emprunts, de la dérivation affixale, de la dérivation non affixale avec la conversion, antonomase. C'est un cas particulier de conversion où on transforme un nom propre en nom commun, mais donc on appelle ça dérivation non affixale parce que vous voyez, de portable adjectif à importable, on n'a aucune transformation du mot, simplement il y a un changement de catégorie, soit on passe de nom à adjectif ou d'adjectif à nom ou de nom propre à nom commun, mais ça fabrique quand même une autre unité lexicale. Bon, ensuite il y a la composition ou le figement, avec ce cas particulier important français de la composition dite savante. Ouais, la différence entre grand-père et bibliothèque, donc dans les deux cas on a de la composition, mais dans grand-père, grand est un mot du français, père aussi, mais dans bibliothèque, ni biblio ni tech sont des mots du français, et on ne peut pas non plus les considérer ni comme des préfixes ni comme des suffixes, vous voyez. Donc ce sont ce qu'on appelle parfois des éléments formateurs, c'est la composition savante. Voilà. Et puis ensuite il y a des cas un petit peu spéciaux, je n'y reviens pas. Et j'avais terminé donc sur les critères, disons, pour le découpage morphologique. Alors ça, c'est vrai que c'est quand même, il faut y être attentif, même si là, on formule d'une manière un petit peu technique des choses relativement simples du point de vue intuitif. Bon, quand on décompose un mot, une unité lexicale, en deux morphèmes, il faut s'assurer que les deux morphèmes ont une productivité chacun séparément. Hein. Donc j'avais pris par exemple détordre, on peut le découper en dé et tordre, d'abord parce que tordre existe tout seul, et puis par ailleurs on peut fabriquer retordre,
Par exemple, ça montre qu'il y a une variation possible et que le morphème tordre existe bien séparément. Hein. Et puis par ailleurs, il faut montrer que le morphème D existe bien séparément avec le même sens dans d'autres mots. Hein. Donc j'avais donné l'exemple de défaire qu'on peut comparer à détordre, où D a le même sens. Donc on peut couper là. Voilà. Alors que dans déterminer, je ne peux pas couper parce que le préfixe D ne peut pas être pris ici. Déterminer, c'est pas faire le contraire de terminer. D'accord. Donc il n'y a pas de... À part, disons qu'en dépit de l'apparence où on aurait envie peut-être de couper D et terminer, ça ne marche pas. Hein, parce que autant terminer existe hein, séparément, mais le D, dans ce sens-là, dans le sens qu'il a dans déterminer, ne fonctionne pas. Donc ça, c'est le deuxième critère de la compositionnalité. Il faut que le sens du préfixe plus de la base puisse rendre compte du sens global. Et puis la minimalité, bah, c'est simplement qu'on ne va pas couper. On ne peut pas découper plus loin, on ne peut pas segmenter les morphèmes au-delà de ce qu'on a obtenu. Il faut vérifier qu'il n'y a pas une autre segmentation. Bon, par exemple, tout à l'heure, il y avait nationalisation. Bon, bah, je peux fabriquer nationalisation à partir de national, mais national, je peux le découper en nation nationale. Hein. Voilà. Donc, pour arriver à une analyse morphologique, il faut identifier les morphèmes jusqu'à ce qu'on ne puisse plus du tout segmenter. Alors, maintenant, on va parler un peu, on va revenir un peu à cette problématique de la compréhension. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour comprendre une unité lexicale? Alors, sous-entendu, une unité lexicale qu'on ne connaissait pas auparavant. Hein. Parce que si j'ai dans mon stock lexical, si j'ai dans ma mémoire lexicale un mot, je le comprends parce qu'il est dans ma mémoire lexicale. Bon. Mais qu'en est-il si j'ai un mot nouveau? Alors là, interviennent des facteurs qu'on appelle les facteurs d'iconicité, c'est-à-dire est-ce que la formation du mot est transparente? C'est-à-dire l'iconicité, ça revient à dire qu'il y a une forme de compositionnalité ou pas. Hein. Donc il y a des cas où il y a une certaine transparence et d'autres où il y en a moins. Alors, premier facteur, donc, la question simplement de l'étayage paradigmatique. Est-ce qu'il y a une grande productivité des suffixes? Hein. Vous voyez, par exemple, fabriquer des adverbes en ement hein, à partir d'adjectifs, fort, fortement, bah, c'est un mécanisme extrêmement productif. Hein. En tout cas, on peut considérer qu'il est peut-être plus productif que le suffixe -eri. Bon, enfin, ceux-là sont quand même des exemples assez productifs. À chaque fois, donc, ça complète, si vous voulez, ce que je disais juste avant, hein, sur le fait qu'il doit y avoir des séries. Donc, pour fortement, on a donc une première série qui atteste l'existence du suffixe -ment dans beaucoup d'adverbes français, donc fortement, rapidement, lentement, etc. Et puis pour fortement, bah, on identifie d'abord isolément l'adjectif fort, et puis on peut voir qu'il y a des formations comme coffre-fort qui reprennent le même morphème avec le même sens. Pour alimentaire, c'est la même chose. Hein, vous voyez, alimentaire, complémentaire, exemplaire, unitaire. Donc à chaque fois, on a complément complémentaire comme on a aliment alimentaire. Donc vous voyez, ce sont des relations d'analogie. Hein, c'est de l'analogie proportionnelle. Complémentaire est à alimentaire comme complément est à aliment, si vous voulez. Hein. Bon, voilà. Et puis on fabrique exemple, exemplaire, union ou un unitaire. Voilà. Et puis, on a alimentaire qui est fabriqué sur aliment qui existe tout seul, où on peut avoir alimentation, etc. etc. Pareil pour drôlerie, je n'insiste pas. Alors, donc, ce que j'anticipais tout à l'heure, c'est de dire que la productivité des constituants va être un facteur important de la transparence du composé. Alors, je prenais l'exemple donc des adverbes dérivés d'adjectifs, des adverbes en ment dérivés d'adjectifs, donc comme rapide, rapidement,
ça se reconnaît très facilement. Je veux dire, si vous n'avez jamais entendu un adverbe en ment, c'est la première fois, je ne sais pas si vous êtes étudiant étranger et que vous entendez pour la première fois, je ne sais pas moi, étonnamment, bon, bah, vous allez faire le lien étonnant, étonnamment, et vous allez comprendre étonnamment, hein, faire une hypothèse sur le sens de étonnamment. Mais il y a des cas dans lesquels il y a un problème de productivité des constituants. C'est-à-dire, est-ce que... Alors, il y a plusieurs façons de comprendre la notion de productivité des constituants. Hein. Par exemple, donc, est-ce qu'il y a un grand nombre d'unités lexicales où apparaît le morphème, hein, où le morphème est attesté? Donc là, on peut voir qu'un morphème comme plane ou nef, hein, les suffixes, enfin, par rapport à heure, sont beaucoup moins productifs. Hein. Plane qui fabrique aéroplane, nef qui fabrique aéronef, ce sont, bon, mettons pour simplifier des suffixes, qui sont beaucoup moins productifs que le suffixe heure. Ça, c'est une première façon de comprendre la notion de productivité des constituants. Ensuite, il y a la question du nombre d'attestations du morphème dans les usages. Donc, à une époque donnée, est-ce que ce morphème apparaît souvent dans les discours? Bon, là, je n'ai pas mis d'exemple, mais vous voyez, c'est un peu différent de la question du nombre de mots. Là, dans le premier cas, aéroplane, aéronef, c'est la question de savoir si le suffixe nef, dans combien de mots il apparaît. Bon, il apparaît dans peu de mots, d'accord? Alors que dans le deuxième cas, je regarde des corpus, hein, de français de telle date à telle date, et je vérifie si, oui ou non, le suffixe nef apparaît fréquemment. Oui. Mais ça tient au fait que, par exemple, le suffixe nef, il a un sémantisme très fort, là, le suffixe heure est très... Oui, tout à fait, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Il y a parmi les suffixes, certains ont un sens plus proche d'un sens grammatical et du coup, ils ont une plus grande productivité, etc. Et d'autres ont un sens plus lexical. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Hein. Mais il reste que quand vous prenez le troisième critère, la question des quantités de néologismes que le morphème permet de construire, là, vous constatez que même un suffixe comme heure, qui a quand même bien sûr une plus grande productivité que nef, a une productivité beaucoup moins grande que le suffixe itude, par exemple. Parce que itude permet de fabriquer des tas de néologismes. J'ai mis là parmi des choses relativement récentes la swagitude, la hypitude, hein, bon, qui sont, voilà, on peut fabriquer avec itude n'importe quoi aujourd'hui. Donc, mais on ne va pas fabriquer des néologismes de ce type-là avec heure, ni avec is comme dans franc franchise, ni avec s comme dans tendre tendresse. Donc l'indice de la quantité de néologismes qu'un morphème peut produire, c'est vraiment la vitalité du morphème dérivationnel. Eh bien, ça augmente considérablement sa transparence. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que la question de savoir si un constituant est plus productif qu'un autre joue un rôle pour la facilité de compréhension, de deviner le sens du mot que je n'ai jamais entendu. Avec itude, je vais pouvoir deviner très facilement n'importe quel mot, n'importe quel nom dérivé de n'importe quel dérivé à partir d'un adjectif qui va être formé de cette façon. Alors que j'aurais peut-être plus de mal à trouver le sens de aéronef si je ne connais je connais éventuellement d'autres attestations avec le suffixe nef, mais là je ne vois pas, je n'en ai pas prévu, mais il ne doit pas y avoir quand même beaucoup de mots avec ce suffixe. En tout cas, donc, plus un morphème dérivationnel est fréquent ou productif, plus la transparence du mot est grande. Hein. Donc
plus ce qu'on appelle l'iconicité, c'est-à-dire, si on veut, la compositionnalité ici est grande. Alors ensuite, il y a un aspect, alors pour toute cette classification des facteurs d'iconicité, alors je parle d'iconicité diagrammatique, c'est vrai que je n'ai pas justifié cette distinction sur la notion d'iconicité. J'y reviendrai peut-être la semaine prochaine s'il me reste du temps, parce que c'est une notion théorique et je voulais quand même m'assurer de boucler complètement le programme de ce cours avant d'entrer dans des considérations plus théoriques sur lesquelles vous ne serez pas forcément interrogé à l'examen. Je vous préciserai bien ce sur quoi vous êtes susceptible d'être interrogé. Mais donc, la notion d'iconicité, c'est une notion qui vient, alors encore une fois, je vous le dis en quelques mots et peut-être que j'y reviendrai la semaine prochaine. C'est une notion qui vient d'un philosophe américain qui s'appelle Charles Sanders Peirce, qui est un très grand philosophe américain, philosophe des sciences, qui a développé, qui a été à l'origine de ce qu'on appelle la sémiotique, la théorie générale des signes. Mais lui, ce n'était pas tellement qu'il voulait fabriquer une science spéciale, la science des signes, c'est qu'en tant que philosophe, il considérait qu'on ne peut pas penser sans signes. Donc il n'y a pas de pensée qui n'ait pas des signes pour, en quelque sorte, soit l'exprimer, soit la noter d'une façon ou d'une autre. Enfin, bon, je ne veux pas trop entrer dans le détail parce que là, tout de suite, ça se complique. Donc, penser, c'est penser avec des signes. D'où le fait qu'il développe une théorie des signes. Et dans sa théorie, il introduit plusieurs notions, dont la notion d'iconicité, dans sa théorie du signe. La notion d'iconicité, c'est l'idée qu'il y a une ressemblance entre le signifiant et le signifié d'une façon ou d'une autre. Alors, avec deux possibilités, deux sortes d'iconicité, au moins, il y en a une troisième, mais je la laisse de côté, deux sortes d'iconicité. Une iconicité qu'il appelle d'image, qui correspond au symbolisme phonétique, si vous voulez. Là, le signifiant est vraiment à l'image du signifié. Donc, par exemple, voilà, j'appelle coucou un oiseau parce que j'utilise un mot qui imite le chant de cet oiseau. Et donc, ça veut dire que là, il y a un lien, il y a une explication. Pourquoi le mot coucou s'appelle coucou ? Parce qu'il y a un lien entre le son et le sens. Alors que j'appelle table une table, là, il n'y a pas de lien du tout. Il n'y a pas, bon, enfin, comme ça, au moins en première analyse. Donc ça, c'est l'iconicité d'image. Et puis, il y a un autre genre d'iconicité qu'il appelle l'iconicité diagrammatique, qui est le fait que le signe le signifiant peut être explicable à partir d'une combinaison de signifiants. Par exemple, on va dire que, ça a été expliqué par Saussure d'une autre façon, en termes d'arbitraire relatif, ce que Saussure appelle l'arbitraire relatif, c'est un peu pareil que l'iconicité diagrammatique, c'est l'idée que, alors, quand vous prenez, c'est facile avec les noms de nombres, si vous prenez 7, 8, par exemple, ce sont des mots qui sont arbitraires, il n'y a pas d'iconicité du tout. Là. Mais si vous prenez 17, 18, 19, si vous connaissez 10 et si vous connaissez 7, vous comprenez le sens de 17. Bon, une fois que vous avez compris que ça veut dire 10 plus 7 et pas 10 fois 7, mais bon, ça c'est une petite règle en plus, mais passons sur ce détail. Ça veut dire qu'on peut comprendre 17, même si on n'a jamais entendu ce mot, et si je vous dis, par exemple, je ne sais pas moi, 54 270 788, c'est très probable que vous n'ayez jamais entendu ce nombre précis, mais évidemment que vous le comprenez, puisque vous comprenez le mode de formation. Donc ça, c'est de l'iconicité diagrammatique. C'est-à-dire le signifiant. Je veux dire que quand on apprend les nombres, par exemple dans une langue étrangère, on apprend d'abord les noms de base, les briques de base en quelque sorte, qui sont arbitraires. Donc en français, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et après 16, c'est 17, 18, 19. Donc là, du coup, la mémoire cognitive, elle est moins chargée parce qu'on utilise des mots qu'on connaît déjà pour les combiner. Et c'est évident que pour fabriquer des noms de nombres, il n'y a pas de langue dans lesquelles il y aurait un mot spécial pour chaque nom. Vous imaginez, comme si on continuait, au lieu d'avoir 17, j'invente un nom,
Et puis pareil pour 18 et jusqu'à l'infini, c'est impossible. Il n'y a aucune langue qui a un système de numération où il y aurait un nom pour chaque nombre, évidemment. Hein. Bon, donc ça, c'est de l'arbitraire relatif ou de l'iconicité diagrammatique. Ça veut dire que 17, ce n'est pas arbitraire. Il y a un lien entre son et sens. Pourquoi? Alors, c'est sûr que 10, il n'y a pas de lien entre son et sens. 7, il n'y a pas de lien entre son et sens. Mais 17, il y en a un. Parce que si je connais 10, si je connais 7, je peux deviner 17. Donc, je peux deviner le signifié à partir du signifiant. Hein. Et c'est ça l'idée de l'iconicité diagrammatique. Enfin, l'iconicité en général, c'est je devine le signifié à partir du signifiant, c'est-à-dire le signifiant me donne des indications de sens sur le signifié, et puis à l'intérieur de cette notion générale d'iconicité où on peut deviner le sens à partir du signifiant, eh bien, il y a deux situations, soit je le devine directement, comme dans le symbolisme phonétique, soit je le devine par combinatoire, comme dans le cas des nombres 17, 18, où je combine des signifiants que je connais déjà pour fabriquer un signifié que je peux deviner, même si je ne l'avais jamais entendu. Donc vous voyez que ça rejoint la notion de compositionnalité frégéenne dans ce cas-là. Hein. Alors à ceci près que, comme dans le cas de la compositionnalité frégéenne, il y a des cas où la composition n'est pas transparente, hein, où il y a, un peu comme dans les cas du phénomène de figement, il y a des situations moins transparentes. Alors là, c'est un peu le cas avec cet exemple de transparence formelle et prégnance perceptive. Hein, et donc, je donne un extrait du livre de Denis Apotélos sur lequel je me base. Je le mentionne dans une des diapositives comme bibliographie, mais vous n'êtes pas obligé d'aller... C'est très bien si vous allez voir dans le livre d'Apotélos, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez vous contenter de ce que je vous donne dans les PowerPoint du cours. On dira d'un dérivé qu'il est formellement transparent si les morphèmes qu'il compose sont aisément identifiables par leur forme, si celle-ci ne présente pas de variation notable par rapport à des manifestations habituelles, autrement dit, si elle est perceptivement prégnante. Donc, il fait la différence, par exemple, entre enlaidir, où on reconnaît bien les, hein, en, les plus ir, alors que dans enjoliver, il y a un V qui apparaît comme ça pour des raisons historiques, mais qui parasite en quelque sorte la transparence de l'unité lexicale. Hein. Pareil pour la différence entre artisanal et amical. Artisanal, ben, vous avez artisan, vous ajoutez al. Mais amical, vous avez un C, bon, qui s'explique évidemment de point de vue historique, c'est le latin amicus, mais qui n'est plus, qui fait que on passe de ami à amical avec une transformation morphologique un peu bizarre, parce que par rapport à artisan, artisanal. Donc il y a des parasites, bordélique et angélique. Hein, vous voyez que dans bordélique, on passe de bordel à bordélique, donc c'est très transparent, hein, on reconnaît la base bordel. Tandis que dans angélique, ben, il y a une transformation à partir de ange, on a le L et puis le E aussi. Voilà, pareil, qui vient du latin angelus, mais qui sont quand même des parasitages, si vous voulez, au moins au plan théorique, de la transparence du composé. Hein. Enfin, là, ce n'est pas un composé, c'est du dérivé. Alors, autre élément, le fait que la diagrammaticité, donc l'iconicité, si vous voulez, l'iconicité des unités lexicales peut être un peu diminuée par d'autres facteurs. Alors, parfois, il y a des écarts entre le sens prédictible et le sens effectif. Hein. Donc, quand vous avez des suffixes en isé, des suffixes verbaux, hein, dérivés d'adjectifs, par exemple stériliser, banaliser, fertiliser, on peut les gloser, ce qu'on appelle parfois des causatifs, donc agir de façon à rendre X. Donc, stériliser, c'est agir de façon à rendre stérile. Banaliser, c'est agir de façon à rendre banal. Fertiliser, c'est agir de façon à rendre fertile, etc. Voyez. Mais en réalité, il y a quand même des cas où le suffixe isé ne signifie pas cela. Par exemple, brutaliser ne signifie pas agir de façon à rendre brutal, évidemment. Hein. Brutaliser, c'est
comment dire, être acteur, enfin agir d'une façon brutale. Donc on a le même suffixe, mais en réalité, le sens obtenu n'est pas le sens, majoritairement, le sens de base, disons, du suffixe isé. Alors là aussi, pour l'analyse de la polysémie des suffixes, il y a des théories qui partent d'un sens de base avec des sens dérivés, et puis d'autres théories qui vont qui vont être plus abstraites, avec des interactions entre à la fois le sens du verbe, la structure, la valence du verbe, est-ce que c'est transitif, intransitif, bitransitif, etc. Enfin bon, voilà. Donc, mais il y a quand même, vous voyez, un problème là de l'écart possible entre le sens général du suffixe et le sens qu'il a dans certains mots. Alors ensuite, il y a un autre problème qui est que parfois, quand il y a plusieurs dérivations, mais selon l'ordre dans lequel se produit la dérivation, on ne va pas obtenir toujours le même sens. Alors ça, évidemment, ce sont des cas un peu marginaux, mais c'est intéressant de les présenter pour l'aspect théorique. Alors, par exemple, quand vous prenez valide comme adjectif, pour arriver à invalidable, d'accord ? Partez de valide, vous arrivez à la fin à invalidable. Ben, en fait, selon l'ordre dans lequel vous faites intervenir les morphèmes, vous allez obtenir deux sens différents de invalidable. Donc, si vous partez de valide, que vous fabriquez validé, et qu'à partir de validé, vous fabriquez validable, donc qui peut être validé, invalidable, ça veut dire à ce moment-là qu'on ne peut pas valider. Tandis que si, à partir du verbe valider, vous fabriquez d'abord le verbe négatif invalider, et puis ensuite que vous fabriquez invalidable, alors invalidable, ça veut dire qu'on peut invalider. Vous voyez, donc apparemment, c'est très proche, qu'on ne peut pas valider et qu'on peut invalider. Mais en fait, quand vous prenez des exemples, il y a des différences de sens très nettes. Vous voyez, quand vous prenez un compte Internet ou un mot de passe invalidable, ça veut dire que vous ne pouvez pas le valider, vous n'arrivez pas à valider. Hein. D'accord ? Alors que, vous voyez, dans les exemples qui sont donnés ici, Monsieur Mistral Bernard, homme très honorable, très influent dans son canton, et dont l'élection invalidable a été invalidée. C'est-à-dire, normalement, on ne peut pas l'invalider. On peut l'invalider. D'accord ? Pourrait-on affirmer que les parlementaires corses, etc., aient été invalidés ou considérés comme invalidables ? Vous voyez ? Allons assez loin dans le modèle pour voir si le principe de base est scientifiquement invalidable. Un principe invalidable, c'est qu'on ne peut pas, on peut l'invalider. Je peux l'invalider. Si je peux l'invalider, mon principe, il est valable. Est-ce qu'on peut ou pas invalider cela ? Ce n'est pas du tout la même chose que de ne pas pouvoir valider. Vous voyez ? Bon, un autre exemple. Alors, avec direct, indirectement, là, c'est plus difficile. La nuance de sens est très très fine. Hein, mais bon, c'est presque impossible de faire la différence entre indirectement au sens de dérivé de indirect, donc d'une manière indirecte, alors que si vous partez de direct directement, et indirectement, ça veut dire non directement. Bon, mais là, c'est très proche. En revanche, avec mobile et immobilisé, immobilisable, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a même un changement de prononciation. Hein. Vous voyez, vous partez de mobile, vous fabriquez immobile. Donc, ensuite, vous fabriquez immobilisé, donc, qui veut dire qu'on rend immobile, et immobilisable, qu'on peut rendre immobile. D'accord ? On rend immobile avec immobilisé, immobilisable, on peut rendre immobile. Bon. Vous noterez qu'on ne peut pas fabriquer mobiliser, au sens de, on ne peut pas fabriquer mobiliser là parce que au sens de rendre mobile, au sens propre de rendre mobile. Mais par contre, il y a un sens figuré de rendre mobile au sens politique. Hein. Mobiliser,
mobiliser des militants, par exemple, hein, vous voyez, à partir de mobile. Je mobilise des militants. Mobilisables, ça veut dire on peut les mobiliser. Et là, c'est immobilisable. On ne peut pas les mobiliser. Vous voyez, donc il y a une différence entre immobilisable et immobilisable. Alors que dans les deux cas, on part de mobile et on a le préfixe un, le suffixe able. Mais en fait, selon l'ordre d'intervention des préfixes et des suffixes, on n'a pas du tout le même sens, et là, en l'occurrence, ni même la même prononciation pour ces formations. Alors, ensuite, il y a des cas plus, disons, classiques, qui sont tout simples. Par exemple, les dérivations, c'est ce que Apotélos appelle l'orphelinisation du dérivé, c'est-à-dire que quand vous avez des dérivés qui sont formés sur des éléments, sur des bases, qui ont disparu de la langue. Voyez, par exemple, déceler, c'est dérivé de celer qui signifiait en français caché, mais celer au sens de caché a disparu de l'usage. Donc on ne peut plus interpréter déceler. Prouesse, une prouesse, c'est dérivé de prou qui était une forme de preux qui signifie vaillant, courageux. Voilà, le lien entre preux et prouesse est très difficile à retrouver. Dans les expressions figées, c'est très courant. Avoir maille à partir avec quelqu'un, maille à partir avec quelqu'un, vous voyez, ça veut dire avoir un différend, avoir un problème avec quelqu'un. Et là, ça ne peut s'expliquer que si on a des connaissances historiques, si on sait que maille, c'est une petite unité de monnaie, et que partir signifie ici partager. Donc ça veut dire avoir une toute petite quantité d'argent à partager avec d'autres personnes, et avoir maille à partir avec quelqu'un, hein, avoir un tout petit peu d'argent à partager avec des personnes, ça veut dire qu'on va se disputer, hein, pour partager peu de choses. Bien. Et puis dans un genre analogue, vous avez des faux dérivés, des pseudomorphèmes. Par exemple, vous avez bien un parallélisme entre inextricable et incalculable apparemment. Hein. Mais sauf que incalculable, ça s'explique bien parce qu'il y a calcul, calculable, incalculable. Mais avec inextricable, ça ne marche pas parce que vous n'avez pas une base extrique. Donc là, c'est explicable en latin. En latin, il y a bien une dérivation possible, mais pas en français. Carpette, un petit tapis, mais en fait, on ne peut pas, même si le suffixe et veut dire petit dans certains cas, hein, signifie petit dans certains cas, c'est un diminutif, bien que carpette signifie petit tapis, ça ne permet pas de dériver un morphème carpe qui signifierait tapis. Hein. D'ailleurs, je vous ai mis ici l'histoire un peu du mot carpette, ce qui est intéressant parce que, en fait, vous voyez que ça signifie d'abord un tissu d'ameublement, une tenture, un tapis mobile d'une chambre, hein, donc un petit tapis dans une chambre, et c'est emprunté à l'anglais carpet, hein, qui était à l'origine un tapis qui servait à recouvrir les tables et les lits, qui lui-même vient du latin médiéval carpeta. Et l'anglais l'avait emprunté à l'ancien français, carpit, tissu épais servant à faire des vêtements d'apparat, à couvrir des meubles. Et l'ancien français carpit était lui-même emprunté à l'italien carpita, tissu à long poil servant à recouvrir des meubles. Vous voyez, et donc, qui lui-même venait du latin vulgaire carpita, carpta, carpere, déchirer, lacérer, donc avec cette idée qu'on a les longs poils et l'idée de lacérer, tout ça. Bon, bien. Donc vous voyez un peu le voyage du mot, depuis le latin vulgaire à l'italien, à l'ancien français, à l'anglais, et ensuite qui revient au français. Bon, mais en tout cas, il n'y a pas du tout de suffixe « et » dans cette affaire. Alors, il y a aussi, d'une manière très très proche, hein, la notion de pseudo-base et de pseudo-affixe. Donc, vous avez colporté qui dérive bien de portée, mais il n'y a pas de préfixe col. Hein. C'est ce qu'on appelle parfois des mots complexes non construits. Donc, ils ne sont pas construits au sens où il n'y a pas une construction morphologique
complète, c'est-à-dire comme tout à l'heure on parlait de la paradigmaticité des unités lexicales et du fait qu'il devait y avoir une forme de compositionnalité entre le préfixe et la base. Bon, il y a des cas où, en fait, par exemple dans colporté, il y a bien un lien avec l'idée de portée, mais col n'a pas de sens identifiable. Hein. Donc c'est ce que Corbin appelle les mots complexes non construits. Et puis il y a un cas un peu particulier qu'on appelle le cas des parasynthétiques, où en fait il y a une dérivation, il y a une double opération de dérivation ou de conversion, enfin une double opération de préfixation et de suffixation simultanée. Par exemple, dératiser. Dératiser, ça veut dire se débarrasser des rats. Hein. Bon, on reconnaît bien la base rat. En revanche, ni le mot dérat n'existe, ni ratiser n'existe. Donc, en fait, le mot dératiser, il est fabriqué par ajout simultané du préfixe et du suffixe. On ne peut pas dire, là, il y a d'abord une préfixation et ensuite une suffixation, comme dans les cas qu'on a vus précédemment. Il n'y a pas ni la préfixation ni la suffixation n'est primordiale par rapport à l'autre, n'est première par rapport à l'autre. Hein. On a préfixation et suffixation simultanées. Dératiser, même chose pour indéniable. Indéniable, vous reconnaissez bien la base nier, mais on n'a pas le verbe indénier. Alors dénier, alors c'est dénier, oui. Donc il y a même dénier, mais il n'y a pas le verbe indénier, ça n'existe pas, et il n'y a pas l'adjectif déniable. Donc indéniable, c'est fabriqué à partir de dénier, qui lui-même est fabriqué à partir de nier, ça ne pose pas de problème, mais un et able interviennent en même temps. Invincible, même chose. Ni vincible n'existe pas, à ma connaissance, à moins que ce soit une espèce de néologisme, on pourrait le dire, hein. On pourrait comprendre vincible. Mais, et invin non plus, donc à partir de vaincre, on a une base dérivée, enfin je veux dire là du coup c'est un radical dérivé de la base vaincre, on a un et ible. Oui. Oui, invaincu, oui, mais ça va être la même chose, c'est un autre parasynthétique. Hein, mais on n'a pas une dérivation possible. Alors là où il faut faire attention, c'est qu'on a parfois, alors certains appellent ça des faux parasynthétiques, etc. Mais quand vous prenez un mot comme embarquer, hein, vous allez me dire, embarque n'existe pas, barquer n'existe pas non plus. Donc embarquer parasynthétique. Non, parce que ER à la fin, ce n'est pas un suffixe, hein. C'est le morphème de l'infinitif. Donc, dans embarquer, on a barque, on a une conversion du non-barque en verbe, donc conversion, donc dérivation non affixale, on a conversion plus dérivation. Hein, dans embarquer, on a barque qui est un nom converti en verbe et qui se préfixe avec en. Donc on a bien deux opérations simultanées, mais ce n'est pas une opération, c'est pas une double affixation, c'est une conversion plus une préfixation. Alors, bon, alors pour terminer, il y a un dernier point que je voudrais aborder sur la fabrication des mots et sur la question de la transparence. Là, c'est un peu le problème inverse. Hein. Donc là, on a vu des cas où on perd un peu l'iconicité du mot, c'est-à-dire qu'il y a une transparence au départ et puis il peut arriver des phénomènes historiques ou des types de formation de mots où la compositionnalité des éléments lexicaux qui constituent l'unité lexicale est moins grande. Mais il y a des cas inverses où en fait on fabrique une compositionnalité là où il n'y en avait pas. Alors des exemples très célèbres, hein. Le hamburger, vous savez vous savez peut-être que c'est un emprunt, hein. Ça vient de la ville de Hambourg. Mais
ce qu'on appelle une étymologie populaire a fait qu'on a interprété le ham de Hambourg comme si ça signifiait ham en anglais, le jambon, et on a coupé ham et burger, ce qui est totalement absurde du point de vue linguistique, puisque c'est la ville de Hambourg, et la ville de Hambourg, elle n'est pas fabriquée de cette façon-là. Donc, mais comme on l'a réinterprété de cette façon-là, eh bien, c'est devenu une unité séparée, et donc on a pu fabriquer à partir de la base burger, cheeseburger et tout ce que vous voulez. Hein. Bon. Mais c'est de l'étymologie populaire, c'est-à-dire que ce sont, si on veut, au départ des erreurs étymologiques, mais qui se sont généralisées et qui ont transformé la langue. Et du coup, maintenant, c'est le cas. Un autre exemple, je vais sauter directement à Bikini, qui est intéressant, parce que c'est très simple à comprendre et très clair. Bikini, c'est une île, c'est un nom propre au départ, l'île de Bikini. Bon, et il se trouve que probablement on se baignait dans cet endroit et on avait des vêtements pour se baigner, c'était des vêtements de bain, et on a interprété le vêtement de bain en 2 pièces qu'on devait porter, on a interprété le bikini en tant qu'il désigne un vêtement de bain, en interprétant bi comme 2, comme on a dans biface, bipède, etc. Bon, mais encore une fois, c'est un nom propre, donc c'est complètement absurde de faire ce découpage. Simplement, ça a pris dans la langue. Et du coup, on a fabriqué monokini pour dire que c'est un maillot de bain avec une seule pièce. Hein, et des plaisantins fabriquent aussi le zérokini qu'on utilise dans les plages naturistes. Voilà, on peut fabriquer maintenant le mot, il y a une base kini qui vient de nulle part, mais qui est interprétée comme pantacourt, même chose. Vous voyez, pantacourt, alors Dieu merci pour le bon goût, ça a un peu disparu de la circulation, ce genre de vêtements, à part peut-être en Afghanistan, mais donc le pantacourt, il est interprété comme étant une transformation de pantalon, comme si dans pantalon il y avait long. Mais pantalon, ça vient de pantalone, et l'italien, ça n'a absolument rien à voir avec l'idée de long. Mais on a interprété long dans pantalon et on a fabriqué pantacourt, comme si panta voulait dire un truc stable, etc., qui pouvait être transformé en pantalon. Donc tout cela, ce sont des phénomènes très importants d'étymologie populaire. Là, on donne quelques exemples. Je n'ai pas commenté jour ouvrable parce que les jours ouvrables, ça vient de œuvrer, hein, ouvrer au sens de travailler, du latin operare. Mais la plupart du temps, les gens interprètent les jours ouvrables comme les jours où les magasins sont ouverts. Hein. Oui ? J'ai une question dans l'exemple de jour ouvrable. C'est quoi la différence entre le verbe œuvrer et ouvrir ? Ouvrir. Ah, œuvrer, ouvrer, c'est le même verbe, hein, simplement il s'écrit différemment. Hein. Ouvrer, c'est comme dans ouvrage, c'est une forme ancienne du verbe œuvrer. Voilà, simplement. Hein. C'est pour faire le lien avec operare et puis donc avec la forme. Donc ça veut dire travailler. Les jours ouvrables, c'est les jours où on travaille. Hein. Et ce n'est pas les jours où les magasins sont ouverts, alors qu'on a envie de l'interpréter comme ça. Donc ces phénomènes collectifs d'interprétation, vous voyez, ça vient du fait que les locuteurs d'une langue sont toujours à la recherche d'une sorte de motivation. Ils veulent que ce soit transparent. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on remarque beaucoup. Je vous l'ai peut-être déjà signalé chez les enfants. Par exemple, il y a beaucoup d'enfants, quand ils entendent toile d'araignée, ils comprennent étoile d'araignée, une étoile d'araignée, parce que ça a une forme d'étoile. Et étoile, pour eux, c'est trop abstrait. Donc, le fait qu'un enfant comprenne, quand on lui dit c'est une toile d'araignée, mais il retient, lui, il comprend étoile d'araignée, ça veut dire que dans notre système cognitif, on essaie toujours d'analyser pour faire un lien entre l'élément, les unités lexicales nouvelles et celles qu'on comprend déjà. Donc, on surinterprète parfois certaines unités lexicales. Et dans certains cas, en l'occurrence ici, les surinterprétations restent dans l'usage et s'installent et deviennent des choses régulières dans la langue.
Alors, il y a un article, je ne vais pas trop le développer, mais de Marie-Josée Béglin, qui est une professeure qui était à l'université de Neuchâtel et qui, je pense qu'elle est à la retraite maintenant, un petit article sur lequel je vous renvoie, hein, où elle donne un certain nombre d'exemples de types de motivation, d'étymologie populaire qui... Alors, par exemple, la tour Eiffel, ce serait effilé. La pays s'appelait la Gaule parce que les habitants allaient à la pêche pour se nourrir. Alors pour les étudiants étrangers, parce qu'une canne à pêche, ça s'appelle aussi une gaule en français. Le pin sylvestre est appelé ainsi parce qu'on le plante le dernier jour de l'année. L'encyclopédie, le pays des cyclopes. La décadence, ce serait une danse de 10 personnes à cause de déca. Bon voilà, ce sont des espèces d'étymologies qui peuvent être plus ou moins amusantes. Donc elle distingue 3 cas. Les cas qui sont totalement fantaisistes, hein, comme Tour Eiffel et effilé, ça peut être un jeu de mots, ça peut être une erreur individuelle. Avec l'exemple de décadence, donc la danse de 10 personnes, mais il y a eu aussi dans une chanson de Serge Gainsbourg, il y avait la décadence avec danse écrit comme dance en anglais, qui était une danse décadente, enfin bref, bon voilà, on peut s'amuser sur les mots en faisant des lectures de ce type-là. On peut fabriquer d'ailleurs des mots. Bon, bref, la publicité fait beaucoup ça, par exemple. Hein. Bon, ensuite, pour des exemples comme ouvrable, pavané. Alors, pavané, c'est pareil, on l'a beaucoup rattaché à pan, hein, mais par erreur. Hein. Pan, ça vient de Padoue, en fait. La danse de Padoue, bon. Ou hamburger, pantacourt, etc. Ça, ce sont vraiment des fausses étymologies qui sont devenues des réalités linguistiques. Donc, on a beau dire que ce n'est pas juste des erreurs, ce sont des phénomènes normaux, naturels de l'évolution des langues, hein, dans ce cas-là. Même si au départ, c'est une fausse étymologie, c'est un processus formateur de mots. Hein. Bon, puis parfois, alors ça c'est un cas très très marginal, mais elle le signale, c'était un écrit publicitaire qui a été intitulé « Ici, maintenant ». Et en fait, pour des stages de dessin, de peinture, qui essaie de réactiver le « main » dans « maintenant », qui en fait est vraiment l'étymologie de « maintenant ». Donc c'est une étymologie exacte, mais qui donne l'impression qui est une espèce de remotivation, hein, et qui donc produit un effet du même genre. Alors, j'ai pris hier, j'ai vu dans un abribus un exemple de ce genre-là. C'était quoi déjà? J'ai pris ça en photo. Ah oui, alors c'est un peu différent. Non, c'est lié si vous voulez, mais c'est aussi de la remotivation. C'est une publicité pour les ventes d'appareils électroniques reconditionnés. Hein. Je ne donne pas de marque. Et en fait, l'indication, c'est pour dire que vous pouvez acheter des téléphones qui marchent très très bien alors qu'ils sont reconditionnés, et c'est mieux écologiquement. Et vous connaissez l'expression quelque chose qui est flambant neuf. Hein. C'est une expression figée pour dire flambant neuf, c'est-à-dire c'est tout neuf, hein, flambant neuf. Ben, l'affiche indique à un endroit, en bas à gauche, flambant vieux. Flambant vieux, d'accord? C'est pas mal trouvé, hein, pour du reconditionné. C'est flambant vieux, c'est pas flambant neuf. Donc il y a le côté flambant. Donc c'est quand même un phénomène assez proche parce que flambant neuf, c'est de la phraséologie, hein, c'est une unité lexicale figée, flambant neuf. Le fait de remplacer neuf par vieux pour fabriquer flambant vieux, qui est étrange, qui produit un effet, vous voyez, de familiarité étrange. Hein, et ça, c'est un procédé très très courant dans la publicité, dans l'humour, etc. Hein, on doit faire un lien. On avait oublié que dans flambant neuf, on pourrait fabriquer flambant vieux. Donc là, il y a une vraie créativité. Parfois, la publicité, c'est complètement stupide, mais parfois, c'est quand même assez créatif. Et là, en l'occurrence, je trouve ça intéressant. Et c'est un peu le même genre de phénomène, bien que là, ce soit totalement anecdotique. Hein, c'est un peu le premier cas
comme dans Tour Eiffel et Finet. Alors, il faudrait, on va faire une petite pause et après on commentera ensemble quelques-uns des mots nouveaux de la dernière édition des Robert et Larousse pour que je vous montre avec des exemples très concrets, donc, qui sont les mots nouveaux qui sont apparus dans l'édition 2025, d'où ils viennent ces mots, comment ils sont fabriqués. Hein, par emprunt, par dérivation, suffixation? Est-ce qu'ils ont une grande iconicité, une petite iconicité, tout ça? Donc on va voir ça juste après la pause. Bien, alors, je vais donc poursuivre et terminer ce cours avec quelques exemples empruntés donc, aux deux dictionnaires Larousse et Robert, d'exemples de néologismes. Donc de mots, enfin de néologismes, oui, de mots qui sont perçus comme suffisamment importants pour entrer dans la langue, enfin en tout cas sur les écrits qui cela. Je le fais à partir d'un document produit par le projet Voltaire, c'est une entreprise privée de certification orthographique, de formation en matière d'orthographe, etc. Je passe sur ce point. Un tout petit détail sur le fait que, bien qu'aujourd'hui, la plupart des gens consultent les dictionnaires uniquement numériques et pas sur papier, il y a quand même toujours, pour des raisons une publication papier des dictionnaires. Et la grande différence entre les publications numériques et les publications papier, c'est évidemment que la publication papier, elle est contrainte par le volume, ce qui n'est pas le cas des publications numériques, des dictionnaires numériques, où je veux dire qu'il y ait 50 000 mots ou 300 000, ça ne change absolument rien. Enfin, ça change des choses, mais il n'y a pas du tout un investissement. Alors, la conséquence concrète, c'est que quand le Larousse ou le Robert ajoute des mots, il est obligé d'en enlever. Parce que sinon, évidemment, le dictionnaire, il prendrait un volume gigantesque. Donc là, on va parler uniquement des mots nouveaux, évidemment, mais on pourrait aussi s'intéresser, voir un peu. Ils communiquent moins là-dessus. Hein, ils communiquent beaucoup, Larousse et Robert, sur les mots nouveaux, mais sur la liste des mots supprimés, ça, bon, il faut. Eux, enfin, ils la connaissent, cette liste, mais on a moins de communication sur ce sujet. Alors, voyons un peu si les définitions proposées. Alors, évidemment, le jeu plus intéressant, ce serait, mais je n'ai pas eu le temps de composer des diapositives comme ça, ce serait de vous montrer le mot sans la définition pour voir si on devine sans avoir la définition sous les yeux. Alors là, évidemment, quand on voit le mot et la définition, ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours si évident que ça. Bon, agrivoltaïsme, production d'électricité photovoltaïque sur une exploitation agricole. Bon, ce n'est pas très transparent ça. Hein. Je veux dire, il faut faire le lien. Donc là, il y a l'élément agri qu'on retrouve dans agricole, etc. Ça, c'est assez facilement identifiable. Mais voltaïsme, il faut le récupérer de photovoltaïsme, de volt, hein, qui est l'unité d'électricité. Donc, ce n'est pas forcément d'une très grande transparence. Aridifié, on voit que c'est fabriqué sur aride, hein, avec un suffixe factitif, hein, produire une zone aride, rendre une zone aride, aridifiée. Bon, ça me paraît parfaitement transparent. À sec, alors assèchement temporaire d'un cours d'eau, donc vous voyez, ça correspond non plus à de la dérivation comme dans les deux premiers cas, mais à une troncation. Hein. On écrit à sec comme assèchement. Donc vous voyez, le procédé de troncation dont on a parlé la semaine dernière, il est toujours pertinent même pour les mots nouveaux. Donc climaticide, ça c'est totalement transparent parce que les suffixes cide sont très très bien perçus, comme on avait parlé de féminicide, donc maintenant on a climaticide. Il y a écocide. Hein. Donc climaticide qui, par les émissions massives de CO2, contribue au réchauffement climatique. À noter que ce mot est formé sur le modèle d'écocide. Bon, d'accord, après on pourrait discuter sur la différence entre écocide et climaticide. Bombe carbone, alors ça, c'est évidemment une unité polylexicale, hein, bombe carbone, nouvelle extraction d'hydrocarbures du sous-sol terrestre. Alors ça, c'est pas transparent du tout. Hein. L'idée, c'est que si on
de l'énergie à partir d'hydrocarbures issus du sous-sol terrestre, ça produit des désastres écologiques. Donc on appelle ça bombe carbone. Moi, franchement, je ne l'avais jamais entendu. Je trouve ça un peu curieux que ça apparaisse comme une entrée nouvelle, mais bon, il faut croire. Le petit Robert, ce n'est pas comme le dictionnaire de l'Académie. Hein. Il travaille avec des grandes bases de données. Ils ont quand même une base assez scientifique, hein, quand même, pour faire des choix de qu'est-ce qui entre dans le dictionnaire, qu'est-ce qui n'entre pas. Mais, in fine, il y a quand même une décision qui est toujours discutable, qui est collective, qui n'est pas le résultat d'une analyse purement mécanique des occurrences. Et donc là, il y a eu un choix sur bombe carbone. Il faudrait voir si c'est vraiment justifié. Alors là, on a regroupé hein, tous les mots liés à l'écologie, éco-concevoir, écoféminisme, etc. Potabiliser, hein, rendre l'eau potable. Donc là aussi, c'est comme aridifier, c'est très très transparent. Le surtourisme, ça je suis étonné que ça n'apparaisse que maintenant dans le dictionnaire. Il me semblait que, mais bon, il faut croire que ça n'était pas déjà dans le dictionnaire, en tout cas dans le Robert. Je vais passer peut-être à d'autres exemples. Donc on a des exemples similaires, vous voyez, mais ce ne sont pas les mêmes choix. Dans Larousse, on a agrotoxique, donc là aussi relativement transparent, éco-geste, hein, geste écologique, bon, fast fashion, alors ça c'est un emprunt, on est d'accord, hein, c'est méga bassine, ça on en a parlé dans l'actualité l'année dernière, et c'était déjà entré dans le petit Robert, comme on nous le signale, météo sensible. Donc l'acronyme là, PFAS, hein, donc un composé chimique, peu importe. Verdir, alors verdir, oui, là c'est un exemple intéressant parce que verdir au sens de rendre écologique, hein, parce que verdir au sens de devenir vert existait déjà, donc là ce n'est pas une entrée nouvelle dans le dictionnaire, ce n'est pas un mot nouveau dans ce sens-là. Le mot verdir existait déjà, mais c'est une acception nouvelle, donc un sens nouveau. Donc là c'est vraiment le phénomène de polysémie. Hein. On a utilisé verdir. Bon, zéro déchet, alors voilà, on a fait entrer cette unité polylexicale. Vous voyez, ce sont des unités polylexicales, hein, zéro déchet, météo sensible, intelligence artificielle frugale, je n'ai pas commenté là-haut, du petit Robert, hein, une intelligence artificielle qui ne serait pas très coûteuse en énergie. Bon, voilà. Alors ensuite, il y a tout ce qui est lié aux minorités, aux interrogations collectives, donc afro-descendants, personnes nées hors d'Afrique mais qui descendent de parents ou d'ancêtres d'origine africaine. Hein, donc ça me semble assez transparent. Alors bigorexie, ça j'avoue que j'ai été un peu surpris. Préoccupation extrême de l'apparence corporelle, dépendance à l'exercice physique. Ensuite, on a décolonialisme. Alors, décolonialisme, on voit bien sûr colonialisme. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire décolonialisme ? Alors, si on n'avait pas la définition ici, hein, courant de pensée qui postule que les formes de domination issues de la colonisation perdurent dans la société, on pourrait, si on n'avait pas cette définition, on pourrait très bien penser que décolonialisme, c'est quelqu'un qui est contre le colonialisme, hein, ou qui est pour revenir en arrière, en des formes. Donc là, il y a quand même un sens très particulier. Il y a quelque chose qui est lié au préfixe « dé », qui est le préfixe, disons, avec un sens privatif, comme on dit parfois, et puis l'idée de colonisation, donc il y a quelque chose qui est anti-colonisation, si vous voulez, quelque chose qui est contre la colonisation, mais le fait que le mot signifie spécifiquement qu'on cherche à
c'est une thèse, là, dans le décolonialisme. Hein. C'est une thèse consistant à dire que dans la vie contemporaine, en dépit du fait que, par exemple pour la France, la colonisation de certains pays d'Afrique s'est arrêtée il y a quelques décennies, eh bien, que ça persiste encore dans les structures sociales, politiques, etc., contemporaines, ça c'est vraiment une thèse de considérer ça. Donc là, c'est un mot qui, alors on peut comment dire, être d'accord ou pas d'accord avec cette thèse, hein, ça c'est pas le problème. Simplement, voilà, on introduit le mot parce qu'il est utilisé, il est dans l'usage. Là, on pourrait politiquement être en désaccord avec l'introduction de ce mot dans le dictionnaire, parce que par exemple, les personnes qui estiment que c'est une mauvaise perspective de croire qu'il y a cet aspect, qu'en gros, les traces de la décolonisation sont vivantes dans enfin, les traces de la colonisation plutôt sont vivantes dans la société contemporaine. Les personnes qui contesteraient cette thèse et qui penseraient que c'est une erreur de perspective pourraient dire, mais non, il ne faut surtout pas introduire ce mot dans le dictionnaire parce que ça va contribuer à la diffusion de cette thèse avec laquelle on n'est pas d'accord. Donc vous voyez que là, il peut y avoir, dans certains cas, des discussions. Alors, ça, je ne connaissais pas du tout non plus. Sapiosexuel, à mon avis, ça, c'est pas du tout transparent. Hein. Bon, à part sexuel, ça, on devine. Mais sapiosexuel qui est sexuellement attiré par les individus perçus comme intellectuellement brillants. Alors, bon, alors ensuite, chez Larousse, masculinisme, courant venu des États-Unis en opposition au féminisme qui veut réaffirmer les valeurs masculines. Il s'agit d'un néologisme sémantique, le nom masculinisme possédant déjà une entrée dans ce même dictionnaire. Donc, vous voyez, là, on parle de néologisme sémantique au sens où, comme tout à l'heure avec verdir, on a une acception nouvelle pour un sens, pour un mot qui existait déjà. Alors, empouvoirment, alors ça c'est intéressant, c'est pas banal comme formation. Hein. Vous voyez, c'est une espèce de calque, de francisation de empowerment, qui est un mot qui est devenu très important dans les sciences sociales écrites en langue anglaise. Et d'ailleurs, il y a un avis, vous voyez, c'est pas un texte scientifique là, que je vous montre, hein, c'est un texte donc, du projet Voltaire qui est content qu'il y ait une version francisée de empowerment. Bon, je ne sais pas si l'empouvoirment, je ne sais pas si ça prendra dans l'usage, hein, mais c'est une tentative intéressante. Bon, il faut croire qu'il y a des occurrences. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais j'avoue que je suis un petit peu sceptique sur le succès de ce mot qui est quand même très lourd. Bon, empouvoirment. Hein. Platisme, ça, on en entend à nouveau parler, depuis ça fait partie des joies des réseaux sociaux. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une recrudescence du platisme, paraît-il, des gens qui pensent que la Terre est plate et qu'il y a un complot qui nous fait croire que la Terre est ronde. Bon. Alors, le pronom Yel a effet coulé dans un est renouvelé pour la 3e édition, mais ne figure toujours pas dans le Petit Larousse. Donc, vous voyez, c'est là qu'on voit bien que les dictionnaires, même s'ils s'appuient sur des bases scientifiques, ce sont des livres, des productions de personnes, des collectifs, hein, ce sont des équipes, Petit Robert et Larousse, sont des équipes de linguistes, mais il y a quand même à un moment donné des choix qui sont faits en fonction de l'orientation qu'on veut donner. Et on voit que là, le Robert a une orientation plus, disons, plus moderniste peut-être que le Larousse. Mais vous voyez que empouvoirment apparaît dans Larousse et pas dans Robert, alors qu'empouvoirment, c'est aussi quand même quelque chose de très moderniste, si on veut, hein, pour utiliser ce terme un peu vague. Mais... Alors, continuons avec les nouvelles technologies. Donc, on a, vous voyez, quand même un certain nombre, je dis beaucoup, mais quand même si, pour les nouvelles technologies d'emprunt. Hein. Flow, prompt, alors on prompt, mais c'est un stalker, bot, craqué,
voyez, tout ça sont des emprunts à l'anglais, hein, donc ça évidemment, là, ça dépend des... Quand les mots anglais de départ sont connus, il y a une certaine transparence. Hein. Par exemple, je ne sais pas moi, flow, bon, dans une jeune génération qui écoute de la musique, flow, c'est quand même assez connu et entré dans l'usage. Mais là, ce n'est pas spécifiquement un sens lié aux nouvelles technologies. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça dans cette rubrique. En revanche, quand vous prenez bot, par exemple, si vous n'avez pas des connaissances informatiques, c'est quand même pas transparent du tout. Souvent, les emprunts, alors je ne sais pas si on prononce stalker, si c'est un verbe en français, donc épier les faits et gestes de quelqu'un sur Internet, comme un stalker en anglais. Ça, si vous ne connaissez pas le mot en anglais, il n'y a rien de moins transparent que l'emprunt. Hein. L'emprunt, c'est presque la pire des formations, parce que, enfin, en termes de difficultés cognitives, de charges cognitives, sauf si on considère que sur la planète aujourd'hui, le bilinguisme anglais plus une autre langue est une généralité. Auquel cas, effectivement, l'emprunt pose moins de problèmes, l'emprunt à l'anglais tout au moins. Bon, donc, à part ça, on a TikToker, ça c'est totalement transparent. Neuroatypique, alors ça, on le comprend après coup, mais je ne sais pas si on vous montrait ça, neuroatypique, sans la définition, je ne sais pas si vous auriez pu deviner, ça ne me paraît pas forcément très très transparent. La formation ici, hein, c'est une formation par dérivation, sans problème. TikToker aussi, vous voyez la suffixation en heure, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Solutionnisme, alors ça, bon, ça c'est transparent, on voit que c'est fabriqué à partir de solutions, mais vous voyez que la formation est transparente, mais le sens, moi on m'aurait montré, moi je ne connaissais pas ce mot hein, non plus, je ne connaissais pas. On me montre solutionnisme sans me donner la définition, je ne peux pas deviner. Hein. Idéologie qui consiste à rechercher des solutions technologiques aux problèmes sociaux, écologiques, etc., sans en examiner les causes profondes. On emploie aussi technosolutionnisme. Vous voyez, je ne suis pas sûr que ce soit autant... Vous voyez, ce n'est pas parce que la formation est transparente que le sens est transparent, parce qu'ici, il y a quand même une distance... entre le sens prévisible, enfin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut prévoir comme sens, solution, et isme, une espèce d'idéologie de la solution. Hein, c'est un peu curieux. Bon, oui, j'ai entendu une question, oui. On a tout de suite l'intuition de ce qu'il pointe, rien que dans le mot, puis en lisant la définition, c'est forcément... Oui, tout à fait. Mais je ne suis pas sûr, vous voyez, je vous aurais montré solutionnisme sans vous donner la définition. Je pense qu'il y aurait eu plein d'hypothèses différentes, hein, parce que c'est quand même un sens très très spécifique. Mais vous vous souvenez de l'exemple que je vous avais donné du petit poteau, le potelet, hein. C'est-à-dire quand il y a une dérivation, même quand c'est assez transparent, par exemple poteau et petit poteau, ben c'est un type spécial de petit poteau. Là, c'est un type spécial de relation avec la question des solutions. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Femtech, Webtoon, bon... Voilà, Femtech, relation femme-technologie, pourquoi pas? On peut imaginer ensemble des technologies, produits et services innovants dédiés à la santé des femmes. Vous voyez, le fait que Femtech soit spécifiquement lié à la santé n'est pas prévisible dans la formation du mot. Mais quand même, il y a une certaine iconicité qui permet une bonne mémorisation. Alors ensuite, il y a les choses liées au sport. Bon, avec, vous voyez, pas tellement
bon, des choses qui, du point de vue de la formation, ne posent pas tellement de problèmes. Bon, 13istes, joueurs, joueuses de rugby à 13, vous voyez, on le comprendrait dans un contexte d'article sur le rugby. Mais comme ça, en dehors de tout contexte, je vous aurais dit, c'est quoi un 13iste? Vous voyez, encore une fois, une formation totalement transparente, c'est 13 plus ist, donc c'est un truc à avoir avec 13, mais quel contexte, vous voyez, il y a quand même tout un... Alors, badiste, joueur de badminton, alors, on pourrait mal interpréter, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui s'est lié à bad en anglais, et que c'est quelqu'un qui est un partisan du mal, par exemple, un badiste, bon, ben non, c'est le badminton. Bref, alors ensuite... Il y a quelques mots liés à la gastronomie qui sont, comme presque toujours, des emprunts. Et alors là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que quand on a des emprunts, la transparence, elle est vraiment très très faible. Hein, c'est impossible de savoir ce que veut dire edamame, chimichurri, portobello. Ouais, si on n'a pas une connaissance culturelle ou kimchi, kombucha, etc. Bon, voilà. Là, il n'y a pas de moyen de se raccrocher à quelque chose de déjà connu, sauf si on connaît la langue d'emprunt. Et puis, ensuite, il y a un certain nombre de mots qui viennent de ce qu'on appelle un peu bêtement la francophonie, donc c'est-à-dire le français hors de France, donc des mots de Belgique, de Suisse. Vous voyez que là, effectivement, on n'a pas non plus beaucoup de solutions d'iconicité. Hein. Baraki, chiclette, tout ça, là je ne vois pas bien comment on pourrait deviner le sens des mots. Voilà. Alors, écoutez, la semaine prochaine, donc on va arrêter le cours ici. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se sépare ? Non, parce que, donc, oui, allez-y, je vous en prie. Ah, alors, attendez. On ne vous l'a pas transmise encore? Non, les dates des examens, vous ne les avez pas eues? Ah, alors, attendez, je vais vérifier. Moi, je l'ai mise dans mon agenda. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. Oui, je crois bien que... Si, c'est le mardi 7, oui, c'est ça. Mardi 7 janvier. Bon, moi, je serai là pour surveiller, de toute façon. On surveillera avec Madame Tricca et puis sans doute avec un appariteur, parce que vous êtes quand même certain. Non, il y a les deux parties. En fait, vous aurez un sujet, mais je vous le remontrerai, si vous voulez, la semaine prochaine, des exemples de sujets des années précédentes. Le sujet est divisé en deux parties, chacune sur 10 points. Et vous devez faire deux copies, une copie CM, une copie TD. Et Madame Tricca corrige les copies TD, moi je corrige les copies CM. Et donc vous gérez le temps comme vous voulez. Hein. On vous donne les deux sujets en même temps sur la même feuille et vous gérez le temps comme vous voulez. Donc la semaine prochaine, il ne nous restera plus qu'à... Je vous ferai une petite introduction assez rapide à la linguistique de Gustave Guillaume. Ça, je vais essayer de le faire en pas trop longtemps. Il restera sans doute du temps pour quelques questions sur l'ensemble du cours si vous voulez. Mais comme je vous l'avais proposé, on fera donc la veille de l'examen, donc le lundi en fin de journée. Vous avez le lien sur le site du cours, hein, une séance de révision pour celles et ceux qui le souhaitent. Si en relisant, en révisant, vous mettez bien vos questions de côté, si vous avez des choses qui ne vous paraissent pas claires, etc. Et ce sera l'occasion, donc je répondrai à vos questions, ce sera l'occasion de se remettre un petit peu les choses en mémoire, juste la veille de l'examen. Hein. Voilà, merci de votre attention donc, et à la semaine prochaine.